Perceval revint au galop à travers la forêt. Il n'avait plus qu'une idée en tête, devenir chevalier. Là, au cœur des bois où les arbres étaient les plus denses, véritables murailles de chêne, il mit son chasseur au pas et l'engagea dans un étroit passage, connu de lui seul, à la sortie duquel il atteignit une assez vaste clairière. Un manoir modeste, défendu de 2 tours, s'y élevait. Une petite rivière coulait le long de sa façade. Perceval franchit la passerelle qui menait à la porte et entra dans la cour. Il laissa son chasseur aux soins d'un écuyer. D'un pas hâtif, il pénétra dans le manoir. Dans la salle, assise auprès du feu, une femme cousait. Elle était maigre, pâle, et quand elle releva les yeux à l'entrée du jeune homme, une sorte de joie inquiète éclaira la mélancolie naturelle de son visage. « Mon fils, dit-elle, tu rentres bien tard de la chasse. J'étais anxieuse. » Perceval vint s'installer à côté d'elle près de l'âtre. « Vous n'imaginerez pas ce qui vient de m'arriver, ma mère. J'ai fait la rencontre la plus extraordinaire de ma vie. » Elle fronça légèrement les sourcils. L'excitation de son fils l'inquiétait. Elle posa doucement une main sur la sienne, mais il était trop agité pour répondre à cette caresse maternelle et écarta théâtralement les bras. « Je vais devenir chevalier !» Elle poussa un cri imperceptible et se toucha la poitrine à l'endroit du cœur. Il ne s'aperçut de rien, pas même de la rougeur qui brûlait tout à coup les pommettes de sa mère. Il se redressa et, marchant de long en large, entreprit de lui conter, les mots se bousculant dans sa bouche, sa rencontre et sa conversation avec Gauvin et ses 4 compagnons. Au fur et à mesure qu'il parlait, elle semblait se crisper davantage, dos voûté, poings serrés dans son giron. « Voilà, s'exclama-t-il pour conclure, je n'ai jamais rien vu de si beau au monde que ces hommes. J'ai donc décidé de partir aussitôt pour ce château près de la mer, afin que le roi Arthur me fasse chevalier. » Non, c'était à peine un murmure. La femme fit l'effort de redresser la tête et répéta d'une voix plus ferme. « Non, mon fils, non, tu ne feras pas ça. » Décontenancé, Perceval s'approcha d'elle. « Mais pourquoi ? Vous ne m'avez jamais rien interdit, ma mère. » « C'est la raison pour laquelle tu seras un bon fils et m'obéiras. Il est vrai que je t'ai toujours laissé libre, mais il est hors de question que tu deviennes chevalier. » « Je ne comprends pas. Savez-vous seulement ce que c'est un chevalier ? » ?»« Je ne le sais que trop. »« Alors, s'emporta-t-il, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller voir ce roi Arthur. » »« Écoute-moi. Si tu as grandi dans cette forêt perdue, si je t'y ai élevé, c'était pour t'épargner. »« M'épargner de quoi ? Expliquez-vous à la fin. »« Je ne peux rien t'expliquer. J'ai fait le serment de ne jamais te parler, ni d'Arthur, ni de chevalerie. » »« Mais à qui avez-vous fait un serment pareil ? » ?»« À moi-même. Le jour de la mort de ton père. » Ces mots suffirent à calmer la colère de Perceval. Il s'accroupit près de sa mère et lui prit les mains. Il murmura. « De mon père non plus vous ne m'avez jamais parlé. Ni de ton père, ni de tes frères. »« Mes frères ? Tes frères ? » ?»« Tu en as eu 2. Ils étaient beaux comme toi, et tout aussi écervelés. Je les ai perdus. Heureusement, Dieu m'avait accordé la grâce de te faire naître, alors que j'arrivais à l'âge où les femmes n'ont plus d'enfants. Je me suis fait le serment que toi, je ne te perdrai pas. » Les larmes avaient roulé sur ses joues maigres et ridées. Embarrassé, le jeune homme posa délicatement le bout de ses doigts sur ce visage qu'il avait toujours connu triste et inquiet. « Ma mère, je comprends que cela a dû être un très grand chagrin pour vous, mais ce ne sera pas me perdre que de me permettre de devenir chevalier. Je reviendrai vous voir et vous serez fiers de moi. » Elle secoua la tête. « Tes frères m'ont dit un jour la même chose. Ils ne sont jamais revenus. »« Oh, pourquoi ont-ils fait ça ? Les ingrats ! Moi, je reviendrai, soyez-en sûrs. » Elle le dévisagea un instant sans rien dire, puis lui passa la main dans les cheveux. « Il y a 16 ans passés, tes frères, suivant leur père, sont partis quelques jours avant la Saint-Jean.
C'est à l'occasion de cette fête que le roi Arthur adoube les chevaliers nouveaux. Tes frères ont été adoubés, ils ont reçu la collée de la main du roi et leur épée. Il est de coutume qu'un grand tournoi ait lieu après cette cérémonie. Les chevaliers nouveaux, mêlés aux meilleurs des compagnons d'Arthur, les Gauvin, Yvain, Érec, Ligès et tant d'autres, doivent y démontrer leur valeur, leur prouesse. Ton père et tes frères y ont été remarqués, et remarquables, dit-on. Ils y ont brillé pendant des heures, culbutant leurs adversaires et s'emparant de leurs destriers et de leurs armes. Elle soupira, baissa la tête et poursuivit à voix basse. La nuit tombait, annonçant la fin de la joute. Grisés sans doute par leurs exploits, ton père et tes frères sont partis dans un dernier assaut. Ils convoitaient, je crois, les armes et le destrier de Mordray, qui était le champion du parti adverse. Mordray, murmura Perceval. J'ai entendu ce nom tout à l'heure, qui est-ce? Mordray est le fils de Morgane, la demi-sœur du roi Arthur. Certains prétendent qu'il est aussi le fruit de l'inceste entre ce frère et cette sœur. Il est impitoyable, comme l'est sa mère, valeureux, comme son père supposé. Le jour du tournoi, il avait 15 ans à peine. Mais sa mère lui passe tout, et Arthur ne lui refuse rien. Il avait obtenu le droit de combattre au tournoi, et les hommes de son parti ne s'en sont pas plaints. Il montrait déjà une témérité et une ruse de vieux champion. Elle se passa la main sur le visage, essuyant ses larmes. Elle fixa soudain son regard dans celui de Perceval, qui y lut une haine dont il l'avait toujours cru incapable. Donc, alors que le soleil se couche, ton père et tes frères mettent leur destrier au galop et fondent sur Mordray. Le fils de Morgane avait été isolé lors de l'assaut précédent. Il devait paraître une prise parfaite pour conclure magnifiquement cette journée où ton père et tes frères s'étaient illustrés par leurs exploits. Mais Morgane était dans l'assistance. Elle n'allait pas laisser humilier son fils. Je t'avoue que je disposerai de ses pouvoirs de fée et de nécromancienne. J'agirai comme elle pour sauver la chair de ma chair. Alors que tes deux frères se jetaient à l'assaut de Mordray et allaient l'atteindre, leurs chevaux ensemble trébuchèrent. On dit qu'un éclair, un coup de foudre tombait de nulle part. La journée était magnifique, il n'y avait pas eu un nuage. On dit que cet éclair frappa les destriers en pleine course. Tes frères chutèrent lourdement, à quelques pas de Mordray. Le destrier de ton père qui se trouvait en arrière prit peur et se cabra. Le temps que ton père le maîtrise, il était trop tard. Mordray se jeta sur lui et alors qu'il ne pouvait pas se défendre, le frappa de sa lance. Elle se brisa sur l'écu, glissa et son bois, désormais plus aigu que la pointe d'une dague, transperça le ventre et la hanche de ton père. Elle se tut, les yeux perdus dans le vague. Perceval serra très fort la main de sa mère. « Eh bien, demanda-t-il, et mes frères, ils ne se sont pas relevés ?» Semblant sortir d'un mauvais rêve, elle hocha la tête. Ils étaient morts. Ils s'étaient brisé le cou dans leur chute. Quant à ton père, oui, et mon père, ses écuyers l'ont ramené dans notre château ainsi que les dépouilles de tes frères. Il est mort quelques heures après son retour. Il n'avait eu que le temps de me raconter le tournoi et la traîtrise de Mordray et de Morgane. Tu n'avais pas 2 ans. Tu ne te le rappelles pas. Je t'ai porté jusqu'au lit où ton père agonisait. Il t'a embrassé et il m'a dit « Prends soin de lui. C'est notre dernier fils. Que ma lignée ne s'éteigne pas. » Il a rendu son dernier souffle. C'est alors, en te reprenant dans mes bras, que je me suis fait le serment que tu ne deviendrais jamais chevalier. Dès après les funérailles de ton père et de tes frères, je me suis retiré avec toi dans ce manoir au fond de la forêt perdue,
où je croyais pouvoir te préserver à jamais des rêves vains de gloire, de tournois et de batailles. » Elle s'affaissa sur son siège et pleura. J'ai échoué. Perceval l'examina avec curiosité, comme s'il découvrait une autre femme que celle qu'il avait toujours prise pour sa mère. Puis il se releva, fit quelques pas en arrière et déclara. « Vous aviez sans doute les meilleures intentions du monde, ma mère, mais vous avez fait une mauvaise action. Vous m'avez élevé pour être un lâche. » « Non, gémit-elle, je t'ai élevé pour que tu vives, pour que tu ne... » « Taisez-vous. À cause de vous, j'ai honte d'être moi-même. Vous auriez dû m'élever dans le désir de venger mon père et mes frères. Je dois retrouver ce Mordred et sa mère Morgane. Je dois devenir chevalier pour participer à ce que vous appelez tournoi et y affronter face à face ce tricheur, ce bâtard, ce traître. » Ivre de colère, il tourna sur lui-même puis s'avança à grands pas vers la porte de la salle. « Perceval, je t'en prie !» Il n'écouta pas. Il ne le pouvait pas. Il se représentait Mordred. Il croyait le voir, silhouette d'or brillant dans le soleil tel un défi à l'orgueil, monté sur son destrier noir comme la nuit, comme le mal. Son désir de devenir chevalier, simple caprice d'enfant de la forêt ébloui par la brillance des armes et des haubers, s'était mué en un féroce besoin de vengeance. Il traversa la cour du manoir, commanda à ses écuyers de lui préparer sur-le-champ le meilleur roncin de l'écurie, une bête solide et rapide, vive sous la bride, qui, se disait-il, valait bien les destriers de combat. Impatient, il bouscula les écuyers qui, à son goût, ne faisaient pas assez vite leur office, boucla lui-même la selle, enfila un carquois de plusieurs javelots courts et sauta sur le cheval. Les écuyers s'écartèrent, effrayés, quand il fit brutalement volter le roncin et partit au galop hors de l'écurie. « Perceval !» Il ne prit pas garde aux cris de sa mère. Il traversa la passerelle sur la rivière dans un grand fracas de sabots et de planches. Parvenu face à la muraille des chênes, il fut contraint de retenir sa monture avant de franchir le très étroit passage qui conduisait vers la forêt, et plus loin, vers le monde. Un instant avant de disparaître, il tourna la tête vers l'entrée du manoir. Il y vit, loin, petite, frêle et déjà oubliée, la silhouette de sa mère. Elle l'appela encore. Il ne lui répondit pas. Il poussa le roncin dans le passage. Là-bas, au bord de la passerelle, sa mère était tombée à genoux. « Qu'elle prie et qu'elle pleure !» se dit-il avec mépris. « Moi, je vais me battre et venger mon père, mes frères et mon nom. » La lointaine silhouette de femme s'effondra au sol. Il n'eut pas un regret, pas un mouvement de pitié ou d'inquiétude. Il traversa la muraille de chêne.